Bonjour à tous, je suis Sophie Georgin-Lavial de l'hôpital Tenon à Paris, du centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire. Et moi je suis le docteur Véronique Henschen, pédiatre, aussi au centre de référence des maladies auto-inflammatoires, mais du site constitutif de Versailles. Donc nous prenons en charge des patients avec la fièvre méditerranéenne familiale, objet du webinaire du jour, et nous allons dans cette deuxième partie vous parler de la prise en charge thérapeutique avant de conclure sur cette maladie. Donc on va y aller avec les premières diapositives. Donc on en arrive à la partie du traitement. Je vais introduire cette partie. Le traitement de la fièvre méditerranéenne familiale repose sur un traitement de fond. L'objectif, on vient de le voir, c'est de prévenir les crises et surtout prévenir la formation de l'amylose A. Il repose sur la colchicine, dérivée de cette magnifique fleur qui est la colchique. Et il faut le prendre tous les jours à vie. De nombreux patients nous demandent si leur maladie va durer toute la vie ou s'ils vont devoir à un moment donné arrêter le traitement. Donc c'est vraiment un traitement tous les jours à vie. Je pense que les pédiatres, vous le dites à vos jeunes enfants. Je rajoute simplement que dans les connaissances actuelles de la science, c'est un traitement à vie. Donc, mais c'est la petite phrase que je mets parce qu'on ne sait jamais si au cours de leur vie, il n'y aura pas des avancées vraiment majeures qui permettront de savoir s'il faut continuer ou pas la colchicine. Mais pour l'instant, oui, c'est à vie. Voici comment nous prescrivons la colchicine. Donc nous démarrons à 1 mg par jour pour les patients de plus de 5 ans. 5 ans, et c'est 0,5 mg par jour pour les enfants de moins de 5 ans. Mais après, sinon, ce que Sophie va vous dire maintenant, c'est vrai aussi pour les enfants. Donc on démarre à 1 mg par jour et on augmente par palier de 0,5 à chaque fois. Pourquoi on ne fait pas plus? C'est parce qu'il peut y avoir un risque de mauvaise tolérance digestive qui après va faire que les patients n'ont pas envie de continuer ce traitement ou vont avoir peur d'augmenter. Donc il faut y aller par palier vraiment de faible augmentation. Donc voilà, donc de 0,5 à chaque fois. Et il faut au moins 3 mois pour stabiliser notamment la flore intestinale avant d'augmenter. Donc minimum 3 mois, idéalement plutôt 6 mois à chaque fois. Et pas plus de 0,5 à chaque fois, jusqu'à atteindre un maximum chez l'adulte de 2,5 mg par jour. Chez l'adolescent aussi 2,5 mg par jour, mais chez l'enfant prépubère, on ne va pas dépasser les 2 mg par jour. Donc ça va dépendre de la puberté, jusqu'à quel niveau on peut monter. Donc l'enfant prépubère, 2 mg par jour, pour tous les autres, 2,5 mg par jour. Alors il y a plusieurs questions qu'on nous pose, donc on va tenter d'y répondre. Faut-il donner la colchicine avec ou sans opium? Donc il y a la colchicine qui existe, il y a le colchimax avec de la poudre d'opium. Ce mot peut faire peur à certains patients. L'immense majorité des patients est sous colchicine seule, n'a pas besoin de colchimax, mais certains sont mieux avec du colchimax. Donc il n'y a pas de règle. Si la colchicine donne des troubles digestifs, on peut tenter le colchimax et s'il est bien toléré, on peut le poursuivre. On peut même envisager à un moment donné de la vie de repasser à la colchicine. On peut également faire des mix avec un colchicine par jour et un colchimax ou 1 et 1,5. Chez l'enfant, c'est pareil. En pédiatrie, surtout depuis que le colchimax est sécable. Donc avant, il n'était pas sécable. Donc avant 5 ans, on ne pouvait pas du tout l'utiliser. Aujourd'hui, il est sécable. Donc en fait, c'est exactement la même démarche. Mais moi, j'ai 98% de mes patients qui sont sous colchicine. Je dois en avoir un de temps en temps qui nécessite du colchimax. On propose des mesures associées pour améliorer la tolérance au minimum pendant les 3 premières semaines, parce que le temps que la flore s'habitue, il faut au moins 3 semaines. Donc ce que nous préconisons, c'est de fractionner. Donc si on a prescrit 1, on peut dire de prendre 0,5 matin et soir, etc., quelle que soit la dose. On propose volontiers aussi de l'ultra-levure, donc suivant le poids du patient, on va vers 50, 100 ou 200 par jour, une gélule pendant les 3 premières semaines. Une autre petite solution, c'est de proposer pendant les premières semaines un peu de thiorphan pour, entre guillemets, passer un cap. Et on préconise aux patients de prendre des yaourts riches en bifidus actifs le temps que la flore intestinale se modifie.
Alors en pédiatrie, je fais que cette dernière option, c'est-à-dire les yaourts avec la colchicine, et je ne mets pas de médicaments en plus pour ne pas masquer la toxicité vraie. Donc en fait, je mets la colchicine plus des yaourts et rien d'autre. Mais ça, souvent, ça passe au bout de 2-3 semaines, en fait, même s'il y a eu de l'embarras gastrique au départ, ou à chaque augmentation des doses, on réussit tout à fait à passer l'embarras gastrique transitoire. Et est-ce qu'il faut proposer des régimes sans lactose, avec lactose aux petits-enfants? Je diminue un peu le lactose et je diminue surtout l'aspartame, que de toute façon est déconseillé chez l'enfant. Donc j'essaye de leur dire de ne pas prendre de faux sucre et de boire plutôt de l'eau que du Coca Zéro, pardon. La dose doit être adaptée à la fonction rénale, et notamment on a le cut-off de 30 ml de clairance, puis de 15. En discutant avec les néphrologues, nous pensons que même chez un patient dialysé, on peut proposer 0,5 par jour, mais bien sûr il faut en informer le néphrologue référent. On peut aussi adapter à la fonction hépatique, mais personnellement je n'ai aucun patient qui ait une insuffisance hépatocellulaire nécessitant d'adapter la dose de la colchicine. En pédiatrie, c'est tellement rare d'avoir ça que c'est vraiment pas à ça qu'on est confronté. On est beaucoup plus confronté au petit chapitre 4 qui sont les interactions médicamenteuses qu'il faut bien signaler aux patients qui sont sous colchicine, avec certains médicaments totalement interdits, dont notamment les macrolides. Alors un enfant qui fait des infections par ailleurs répétées, en fait les médecins peuvent vouloir prescrire cette classe d'antibiotiques, donc il va vraiment bien falloir dire aux patients que cette classe de médicaments est interdite parce que ça interagit avec la colchicine et ça augmente la toxicité de la colchicine. Donc vraiment macrolide et pristinamycine à proscrire chez les patients sous colchicine. Ce qui nous invite à vous proposer de noter sur vos ordonnances, dès que vous prescrivez colchicine, en dessous, de noter contre-indiqué avec les macrolides et la pristinamycine. Donc nous on a des ordonnances vraiment où c'est écrit à chaque fois. Les principales interactions médicamenteuses, c'est quand les patients ont une éradication d'Helicobacter pylori et qu'un médecin a prescrit le traitement classique et donc il peut y avoir un surdosage en colchicine. C'est la situation la plus fréquemment rencontrée dans notre expérience. Nous, c'est les angines, chez les pseudo-allergiques à l'amoxicilline, donc, où les macrolides sont prescrits. Donc voilà, donc c'est là la situation en pédiatrie où on trouve le plus souvent les coprescriptions. Alors, il faut quand même savoir que les pharmaciens sont souvent très très attentifs à cela et c'est le plus souvent rattrapé par le pharmacien. Il y a eu quelques prescriptions aussi de Zithromax chez les patients qui avaient des infections à Covid. Souvent, heureusement, les patients contactent leur référent FMF qui conseille de ne pas prendre ce traitement. Le traitement préventif par colchicine, ça marche pour prévenir la protéinurie, donc l'amylose A. À gauche, vous voyez cette publication du New England de 1986. On n'a pas fait mieux comme publication à ce jour. Donc les patients compliants, la protéinurie ne se développe pas. Un autre papier des Israéliens de David Livney en 1994 avait montré que la dose théorique pour prévenir la survenue d'une protéinurie, c'était de minimum 1,5 mg par jour. Je pense que si la CRP est totalement normale sous 1 par jour, il n'est pas nécessaire de monter à 1,5, mais en tout cas c'était la dose qui avait été proposée. La colchicine a vraiment un impact. Cette figure montre une publication de 67 où il y avait 28% de fréquence d'amylose A chez les patients avec une fièvre méditerranéenne familiale. En 1972, la colchicine a montré son efficacité dans cette maladie et a été prescrite. Et on voit que sur une publication d'une population assez similaire en 2012, la fréquence de la survenue de l'amylose A chez les patients FMF avait diminué de 2 tiers, puisqu'elle était passée plutôt aux alentours de 11%. Donc, la colchicine marche pour prévenir la survenue de l'amylose A. On a vu donc sur la partie de gauche quels étaient les principes et objectifs du traitement de fond. On va voir maintenant une autre partie des objectifs du traitement. Mais avant d'y arriver, nous avons proposé cette figure avec Véronique Engen qui vous permet de visualiser ce qu'on vient de dire. Quand vous avez un patient qui n'est pas encore traité, à gauche, on voit en rouge la symptomatologie des crises et en vert l'élévation de la CRP à chaque crise.
quand on débute le traitement par colchicine, comme on vient de le montrer là, les objectifs, qui sont deux, qui sont au pluriel, d'où le petit S en rouge, c'est petit 1, certes, la disparition des crises qui se manifeste par la courbe rouge qui s'aplatit, mais la normalisation de la CRP, et c'est pour ça qu'il faut contrôler les deux, parce que si la CRP reste élevée, elle va faire le lit de l'amylose. On en revient au traitement symptomatique. Il y a le traitement des crises, sur lequel on va intervenir. Et puis le traitement des crises, malheureusement, certains patients, malgré la colchicine correctement prise et après des facteurs déclenchants, peuvent avoir encore des crises classiques. Ces crises-là, il faut les traiter. Donc il faut les soulager en leur donnant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antalgiques de classe 1, de classe 2, parfois de classe 3. Des antispasmodiques, en gros du traitement symptomatique qui va soulager les symptômes. Et puis, pour la manifestation un peu particulière du pseudo-résipel ou des douleurs des membres inférieurs, on va proposer aux patients des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des bas de contention. Alors en pédiatrie, parfois les bas de contention, c'est compliqué à trouver la bonne taille. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser à partir de l'adolescence, mais c'est régulièrement sur mes ordonnances de proposer des chaussettes ou des bas de contention. On peut même, pour certaines femmes, proposer des séances de drainage lymphatique. J'attire votre attention sur une question qui nous est souvent posée par les patients, c'est est-ce que je dois doubler ma dose de colchicine quand je suis en crise? La réponse que je leur propose, c'est que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Comme vous l'a montré Véronique sur la physiopathologie, la colchicine a un rôle pour prévenir les crises. Mais quand la crise est arrivée, le doublement de dose ne va pas être efficace sur la symptomatologie. Donc, nous ne conseillons pas de doubler la dose, il vaut mieux bien prendre son traitement au long cours, voir s'il y a trop de crises, augmenter progressivement comme on l'a vu par palier, mais doubler la dose n'est pas quelque chose qui a montré son efficacité pour réduire la durée de la crise. Comme traitement de fond, il existe maintenant un autre traitement de fond qui est basé sur la physiopathologie. On a vu que dans cette maladie, la pyérine va entraîner un excès de production de l'interleukine 1. Et donc, il existe des biothérapies anti-interleukine 1. Quelles sont les situations qui vont nécessiter une biothérapie? Et on va les détailler un petit peu après. Il y a la résistance avérée à la colchicine. Il y a l'intolérance aux toxicités de la colchicine qui est une situation extrêmement rare. Il y a la présence de comorbidité à la FMF que je vais détailler. Et la présence de complications sévères de la FMF, comme celles qu'on a citées précédemment, donc l'amylose A, les cotycites destructrices éventuellement, et puis les cirrhoses avec hépatopathie. Donc le problème de la résistance à la colchicine, c'est que nous n'avons pas du tout de définition consensuelle de savoir qu'est-ce qui est résistant, quand est-ce qu'un patient est résistant, quand est-ce qu'il ne répond pas à la colchicine ou quand est-ce qu'il ne répond suffisamment pas à la colchicine pour considérer qu'il a besoin d'un autre traitement. Alors il y a une définition de Lelard qui dit qu'il faut un patient avec une crise ou plus par mois ou un syndrome inflammatoire persistant en dehors des accès. Très franchement, c'est une définition qui est assez sévère, parce que là, c'est un patient qui est quand même très gêné au quotidien, et finalement, il y a peut-être d'autres patients qui mériteraient une prise en charge un peu alternative si ils ont un tout petit peu moins de signes par mois. Donc, il faudrait moduler cette définition. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que ces crises ou ce syndrome inflammatoire persistant est chez un patient qui est compliant au traitement. Et qui est compliant à quel traitement? À la dose maximale de colchicine depuis au moins 6 mois. Si on n'a pas la preuve que le patient prend bien son traitement par colchicine, par définition, on ne peut pas le traiter comme colchicino-résistant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ça, mais vraiment l'observance thérapeutique est indispensable à évaluer avant qu'on imagine que le patient va avoir besoin d'un autre traitement en plus. Ce que je peux juste rajouter, c'est comment on arrive à savoir si le patient est compliant en parlant avec lui. Nous adoptons une stratégie très ouverte où on lui dit combien de fois par semaine vous oubliez. Ça le déstresse si on dit par semaine, et donc s'il nous dit pas par semaine, par mois, on voit qu'il est après observant, mais s'il nous dit 2 fois,
on peut estimer que c'est 2 fois ou plus. Et donc, ça permet vraiment de facilement savoir si le patient, et s'il nous dit que le dimanche, là, on peut penser qu'il est raisonnablement non observant. Exactement. Donc, nous avons établi ensemble avec Sophie une checklist qu'on a considéré utile à faire avant de dire qu'un patient a besoin d'une biothérapie, donc un inhibiteur de l'IL-1 le plus souvent. Donc la toute première chose à faire, c'est de vérifier et confirmer le diagnostic de FMF. Et là, si le patient n'a pas eu de génétique, il va falloir la faire. Et effectivement, il faudrait qu'il aurait un phénotype, un génotype confirmatoire. Ce d'autant que si on met une biothérapie et qu'on fait une demande de 100%, s'il n'y a pas de mutation pathogénique sur la demande de 100%, ça risque d'être difficile de tenir le remboursement par la sécurité sociale. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va falloir confirmer que les symptômes que le patient rapporte sont effectivement liés à de l'inflammation. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire un dosage de CRP au moment où le patient se plaint de symptômes. Si cette CRP est négative, très probablement les symptômes ne sont pas liés à l'inflammation, mais à autre chose qu'il va falloir chercher. Et donc, ce n'est pas un traitement anti-inflammatoire qui va le soulager. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Parfaitement. Ensuite, il va falloir éliminer les causes fréquentes de fièvre, les infections. Alors ça, les infections chroniques, je pense que là, on va être plutôt chez l'adulte. Donc Sophie va y revenir. Et les néoplasies, qui sont aussi un apanage parfois de l'enfant. Donc à ne pas oublier, ce n'est pas parce qu'on a une FMF qu'on n'a pas le droit d'avoir une autre pathologie associée. Donc pour celles qui sont indiquées ici, on en a parlé un tout petit peu au début, quand il y a des selles molles ou une diarrhée chronique, il faut absolument rechercher une infection par Clostridium difficile et rechercher la toxine B. Parce qu'en présence chronique de Clostridium, le patient va être en permanence stimulé, sa pyrine va être en permanence stimulée et même s'il a la colchicine, il ne va pas réussir à contrôler sa pyrine et donc il va falloir éradiquer Clostridium difficile par une antibiothérapie adaptée, voire une transplantation fécale pour recontrôler la maladie. Deuxièmement, Helicobacter pylori, quand il y a une symptomatologie digestive haute avec nausées, vomissements, épigastralgie, et que c'est différent de d'habitude, il faut vraiment aller à la fibrogastrique pour rechercher l'Helicobacter pylori, qui n'est pas rare. Il y a beaucoup de publications là-dessus et qui nécessite une antibiothérapie, bien sûr ne comportant pas de macrolides. Ensuite, il y a des situations vraiment qui sont non liées à la FMF, une cholécystite aiguë, des sinusites qui peuvent entraîner de la fièvre. Ensuite, il va falloir rechercher les facteurs déclenchants personnels, socio-psychologiques des épisodes de FMF. Je vais revenir là-dessus un tout petit peu plus tard, mais globalement, oui, proposer des approches comportementales pour la gestion du stress à certains patients, ça aide à ce qu'ils aient moins d'inflammation et donc du coup, pas forcément besoin d'une biothérapie. On a déjà parlé de l'observance qui doit être parfaite de la colchicine pour une durée de 3 à 6 mois. Si on n'a pas cette observance, pareil, il ne faut pas considérer une biothérapie. Il faut aussi augmenter, ça on l'a dit aussi déjà, progressivement la dose de colchicine jusqu'aux doses maximales, donc 2,5 mg par jour chez l'adulte et 2 mg chez l'enfant prépubère, voilà, avant de se dire que le patient ne répond pas suffisamment à la colchicine. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Ensuite, il va falloir s'assurer de la bonne tolérance de la colchicine, surtout si le patient trouve que ça lui donne mal au ventre. En fait, on peut avoir des petits moyens pour l'aider à supporter cette colchicine, on en a déjà parlé, modifier le régime alimentaire le cas échéant, fractionner la dose journalière totale, éventuellement des traitements antidiarrhéiques et spasmolytiques associés à la colchicine qui peuvent augmenter la tolérance. Si on est en présence d'un patient qui s'est brutalement détérioré, c'est-à-dire qu'il allait bien jusque-là et puis du jour au lendemain, il ne répond plus à sa colchicine, mais qu'on est sûr qu'il prend bien son traitement, il va falloir trouver d'autres causes d'inflammation. Chez l'enfant, ça va être essentiellement le rhumatisme inflammatoire et les vascularites. Chez l'adulte, chez l'adulte, nous avons identifié deux situations vraiment principales. C'est la survenue d'une hémopathie myéloïde, donc les médecins adultes qui vont nous écouter connaissent très bien. Pour cela, nous pratiquons un panel myéloïde pour rechercher des mutations acquises
qui sont fréquentes dans les syndromes myélodysplasiques. Même s'il n'y a pas d'anomalie hématologique, on les recherche et la plupart du temps on les trouve. Et ces patients-là ont des monocytes qui sont anormaux et qui s'activent trop, qui sont parfois trop nombreux dans le sang, mais parfois ils ne sont pas leur nombre qui est trop élevé. On peut avoir des thrombopénies et donc c'est des patients qui nécessiteront souvent une biothérapie anti-IL-1 en plus de la colchicine. Enfin, ça c'est quand même beaucoup plus rare, c'est les péritonites chroniques ou les mésothéliums péritonéales. Une autre situation, c'est une hépatopathie qui va se dégrader jusqu'au stade de la cirrhose. Et enfin, dernière chose à faire, c'est qu'il faut documenter de manière prospective la récurrence des accès pendant 3 à 6 mois afin de confirmer le nombre d'épisodes inflammatoires signalés. Donc en fait, à partir du moment où on commence à suspecter une résistance à la colchicine, en fait, on va avoir un certain nombre de choses à faire et du temps devant soi. Et c'est rare qu'on ait besoin de poser l'indication d'une biothérapie dans la FMF en urgence. On a souvent 3 à 6 mois devant nous pour pouvoir bien identifier les situations dans lesquelles on a besoin de cette biothérapie. Surtout, là on est dans la biothérapie au long cours. Donc, les biothérapies anti-IL-1 dans la FMF, il y a actuellement 2 études randomisées contre placebo en traitement de fond, c'est ce que nous discutions là, hein. La checklist elle est pour les biothérapies en traitement de fond. Il y a une étude des Israéliens sur 25 patients, 12 traités, 13 placebo, en combinaison avec la colchicine. Il y a une étude parue dans le New England de Benedetti avec 63 patients FMF, 31 traités et 32 placebo. Dans les 2 études, il y avait une amélioration de la qualité de vie des patients sous traitement avec une diminution du nombre de crises pour certains. Ensuite, il peut exister un traitement à la demande par biothérapie anti-IL-1. Donc là, on est sur les biothérapies de courte durée d'action, donc le Kineret, anakinra. Il y a peu de données dans la littérature, il y a quelques publications et c'est essentiellement des Turcs qui ont publié là-dessus avec une efficacité sur la qualité de vie. Le traitement symptomatique comporte, quand il y a une atteinte rénale, la prise en charge de cette atteinte rénale quand elle est sévère par la dialyse, qui peut être une dialyse péritonéale, qui peut être une hémodialyse. Et enfin, de façon intéressante, c'est des patients qui peuvent bénéficier d'une greffe rénale. La première cause finalement de greffe rénale pour amylose en France, c'est l'amylose A, et parmi les causes d'amylose A, c'est la fièvre familiale. Pourquoi? Parce que ce sont les patients les plus jeunes qui ont une amylose A et c'est aussi ceux pour lesquels il y a un traitement qui est disponible. J'attire votre attention sur le fait que quand on a été greffé, si la fonction rénale le permet, on peut prendre de la colchicine. On n'est pas obligé de rester sur une biothérapie anti-interleukine 1 et les patients en général sont très contents de ne plus devoir se piquer et d'avoir juste la colchicine. Alors, un petit mot juste sur les besoins du patient avec une FMF. On a beaucoup parlé effectivement des objectifs du traitement, donc qui sont globalement maintenir un niveau d'activité de la maladie faible et éviter les complications. Le problème, c'est que lorsqu'on parle d'un objectif du traitement, c'est la fameuse stratégie treat to target. Et pour la stratégie treat to target, en fait, on n'a pas de preuve, de concept. On essaye de les mettre en place aujourd'hui. Différents pays travaillent sur cette notion de treat to target. Mais voilà, globalement, c'est quand même ces deux marqueurs qu'il va falloir viser. Alors, en dehors des poussées inflammatoires, les patients avec une FMF peuvent avoir d'autres problèmes spécifiques qui sont à prendre en compte. Il est prouvé que les patients avec une FMF ont plus de problèmes de sommeil que la population générale. Ils ont du coup un niveau de fatigue plus élevé que la population générale et ils ont un niveau d'anxiété plus élevé que la population générale. Donc en soi, on pourrait dire que c'est peut-être pas très grave, mais il y a une vraie conséquence de ces signes sur la qualité de vie. Chez les enfants et les adolescents, on va avoir une diminution du taux de fréquentation scolaire avec des scores d'anxiété et de dépression plus élevés. Et donc ça, on sait que ces scores de qualité de vie sont directement corrélés à la fréquence des crises, la durée des crises, la sévérité des crises et la fatigue, avec des troubles de l'humeur, anxiété et dépression.
On voit donc qu'on va se retrouver dans des facteurs qui eux-mêmes vont déclencher les poussées de FMF. Je vous ai dit tout à l'heure que les émotions fortes chez l'enfant ou le stress déclenchent les poussées inflammatoires. Donc c'est quoi le stress dans la vraie vie tous les jours? C'est les examens, c'est les entretiens d'embauche, c'est les voyages. Les mariages. C'est une situation de vie stressante. On sait que ça permet de prédire une poussée de FMF dans les 48 heures. Chez les enfants, on sait que les dysfonctionnements familiaux chez les patients pédiatriques atteints de FMF sont aussi positivement associés aux poussées. C'est-à-dire que les parents qui sont en train de divorcer, c'est des enfants qui sont plus malades. Et les périodes de vacances et les périodes sans stress diminuent temporairement le nombre de poussées. Donc, en sachant ça, en fait, il va falloir travailler spécifiquement sur le stress parce qu'on sait qu'on a un vrai cercle vicieux lorsqu'on a un patient avec une FMF mal équilibrée. Lorsque on a une activité de la maladie élevée, on sait que le patient est sévère, c'est une sévérité élevée, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation de la charge de soins. Cette augmentation de la charge de soins entraîne une diminution des stratégies d'adaptation, notamment psychologiques. Du coup, on va avoir une augmentation du stress et de dépression qui eux-mêmes vont augmenter l'activité. Donc, il va falloir sortir de ce cercle vicieux. On n'a pas forcément besoin de sortir de ce cercle vicieux avec des médicaments. On peut y arriver en agissant simplement sur les facteurs déclenchants, avec des actions spécifiques pour la gestion du stress, type méditation, restructuration cognitive, ce que vous voulez, pleine conscience, mais clairement, ou le psychothérapeute, clairement prendre en charge le stress spécifique. Par ailleurs, vraiment dire à vos patients qu'ils ont besoin d'un équilibre entre travail et loisirs. Ils ont besoin d'une activité physique et sportive régulière parce qu'on sait que ça diminue, en fait ça augmente la capacité de faire face au stress et ça diminue les facteurs déclenchants cellulaires en fait d'avoir une activité physique régulière. Ça fait qu'on va avoir moins de stress oxydatif dans la cellule, donc en fait on va avoir moins de poussées inflammatoires. Pareil, une bonne hygiène de vie est indispensable. Et donc on a beaucoup de patients qui font plein d'activités physiques différentes. Je peux donner des exemples. On a des patients, même en commun, qui font de l'équitation, voire tous les jours. Moi, j'ai 2 patients qui sont marathoniens, donc des patients qui font du futsal, qui font du vélo, la natation. Donc, ces sports ne sont pas contre-indiqués en tant que tels. J'ai beaucoup de jeunes filles qui font de la boxe aujourd'hui. Oui, la boxe très à la mode chez les jeunes filles, donc les adolescents. Donc on peut tout à fait faire de la boxe en ayant une maladie, une fièvre méditerranéenne familiale. Et un des sports que certaines patientes préconisent en ce moment aussi, c'est le yoga, qui leur permet à la fois d'agir sur la gestion du stress, mais aussi d'essayer de, comme on dit, de mettre de l'air dans les articulations, donc de dérouiller un petit peu toutes les articulations et de s'entretenir avec son propre poids. Et ça peut se faire aussi à la maison. Alors, autre chose qu'il faut vraiment évaluer chez les patients, c'est les facteurs de mauvaise observance dans la fièvre méditerranéenne familiale. Alors, on sait aujourd'hui par plein d'études différentes que certains facteurs interviennent spécifiquement que les patients arrêtent de prendre leurs médicaments. C'est quoi? La durée du traitement. Un traitement qu'on doit prendre tous les jours, à vie, est un traitement qu'on ne prend pas bien, ça c'est connu. On sait aussi que lorsque les traitements précédents n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire notamment dans la FMF, si les posologies de colchicine étaient insuffisantes, en fait les patients ils ont conclu que la colchicine ne marchait pas et arrêtent de prendre la colchicine. De même, si on change fréquemment de traitement, c'est-à-dire qu'on monte, on descend, on arrête, on reprend, ça c'est des facteurs de risque de ne jamais prendre au long cours les traitements. Lorsqu'on n'a pas un effet immédiat des effets bénéfiques d'un médicament, en fait, on ne le prend pas bien et ça, dans la FMF, est un réel problème parce que la pleine efficacité de la colchicine se passe au bout de 2-3 mois seulement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a pris un comprimé qu'on n'est plus malade. Et donc, en fait, la première crise après le début du traitement, les patients disent en fait, ça ne marche pas, ils arrêtent de nouveau. Donc, il faut leur dire que ça met 2 à 3 mois pour être vraiment efficace. Et puis, si on a des effets secondaires,
des effets indésirables, pas forcément très graves, mais un embarras gastrique, ça peut suffire pour dire que on n'a pas envie de prendre ce médicament et on l'arrête. Donc ça, c'est les facteurs de mauvaise observance dans la FMF. Je pense que c'est pareil chez l'adulte, c'est globalement les mêmes. Et donc, lorsqu'on regarde les taux d'observance thérapeutique dans la vraie vie, l'observance de la colchicine est très variable. Donc ça, c'est une étude française. La première, c'est que lorsqu'on a posé la question aux patients qui étaient déjà sous inhibiteurs de l'IL-1, seuls 40% des patients atteints de FMF ont déclaré prendre la colchicine avant leur traitement, avant leur biothérapie, comme ça avait été prescrit. C'est-à-dire que 60% étaient non observants. C'était un peu mieux chez les enfants, 48% des enfants, mais pas non plus extraordinaire, prenaient bien leur colchicine telle qu'elle était prescrite, alors que ce n'était que 22% des adultes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la vie d'un patient avec une FMF, l'observance du traitement par colchicine dépend vraiment de l'âge. Donc, c'est la durée du traitement. Les enfants qui débutent la colchicine, en fait, ils sont observants dans 90,5% des cas. Ils ne sont plus que 64,4% chez les 6-11 ans et plus que 58,3% chez les enfants de plus de 12 ans. C'était une étude pédiatrique, on n'a pas regardé ce qui se passait chez les adultes, mais on a un tout petit peu l'impression que plus on doit la prendre longtemps, moins on la prend. Donc en fait, la résistance à la colchicine, si on voit ces études, c'est probablement vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ça. Donc les contraintes du traitement dans la FMF, c'est que la colchicine est nécessaire même en l'absence de signes cliniques, puisqu'on veut prévenir l'amylose A. Donc ça, c'est très mauvais. Les patients, ils ne voient pas pourquoi ils la prennent. La colchicine ne permet pas toujours de soulager tous les symptômes cliniques, et ça, il faut dire à vos patients, c'est-à-dire qu'ils peuvent, malgré une colchicine bien prise, avoir des myalgies d'effort, des douleurs des membres inférieurs, des arthralgies. Ils peuvent avoir quelques crises inflammatoires résiduelles lorsqu'ils ont des facteurs déclenchants, et ils peuvent être un peu plus fatigués que la moyenne. Ce n'est pas parce qu'ils ont ces signes cliniques que la colchicine n'est pas efficace. Ensuite, les contraintes du traitement dans la FMF, c'est que la colchicine n'est vraiment pas bonne à prendre. Elle a un goût très amer. En tous les cas, en pédiatrie, c'est un réel problème. La pleine efficacité n'est observée qu'après plusieurs semaines de traitement. Elle n'est pas toujours très bien tolérée, la colchicine, parce qu'on peut avoir des selles molles ou des diarrhées, parfois des douleurs abdominales. Il peut y avoir une toxicité possible, notamment en cas de coprescription, donc ça, pareil, on l'a déjà vu. Et puis, il circule dans la population générale des inquiétudes qui sont clairement inutiles concernant la fertilité. Et je laisse Sophie dire un mot à partir de ça sur la fertilité. Oui, il y a énormément de patients, des hommes et des femmes, qui ont entendu dire, parfois par leurs parents, leurs cousins, dans la famille, que la colchicine était mauvaise pour la fertilité. D'autre part, ils peuvent être inquiets parce que sur la boîte de la colchicine, il y a le sigle interdit aux femmes enceintes, tout comme sur la boîte du Plaquenil. Et donc, les patients se posent parfois beaucoup de questions. Donc, cela nécessite de leur expliquer dès qu'ils sont en âge de procréer, et puis de faire beaucoup de réassurance et d'expliquer que la colchicine va normaliser la CRP, que la grossesse se passera mieux et que ce sera mieux pour le fœtus et la maman. Donc, ce qui veut dire qu'évaluer l'observance thérapeutique est indispensable avant de considérer un patient résistant. J'espère qu'on vous a convaincu de ça, parce que dans la vraie vie, c'est finalement l'observance à la colchicine qu'on va évaluer le plus. C'est ça qui va prendre le plus de temps au cours d'une consultation avec un patient avec une FMF. Ce qu'on peut donc du coup montrer qu'il faut convaincre le patient que la balance bénéfice-risque va en faveur de prendre le médicament, que les contraintes liées à la prise médicamenteuse sont inférieures à la contrainte liée à la maladie. Donc le bénéfice clinique doit excéder la contrainte liée à la thérapeutique. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien lorsqu'on prescrit un médicament, mais vraiment dans la FMF, il faut bien l'expliciter à ses patients. Donc pour conclure un peu cette partie sur l'observance, c'est que la FMF est une maladie réputée simple, mais la vie quotidienne est beaucoup plus complexe.
Ce qui fait que beaucoup de patients qui passent dans nos consultations, et je pense que c'est pareil chez les adultes, hein, ils ont une prise en charge suboptimale en raison de l'adhésion thérapeutique qui est insuffisante, en raison de la non-évaluation de la qualité de vie, en raison de la non-gestion de la vie quotidienne. Donc la juste place des différents thérapeutiques reste à définir, mais ça part du constat que d'abord, il faut regarder ce qui est vraiment optimal, en prise en charge optimale pour un patient avec une FMF. Oui, je voudrais rajouter quelque chose ici, c'est que des patients qui ont vécu toute leur vie avec la FMF, ils finissent par minimiser certains symptômes résiduels et leur qualité de vie peut ne pas être optimale, mais ils ne vont pas forcément le dire si on ne leur pose pas la question. Ils sont tellement habitués à leur crisette qu'ils disent que la vie quotidienne, en fait, elle n'est pas si simple. Donc il faut aller les questionner là-dessus. Nous allons terminer cette web émission par un jeu de questions-réponses. Les questions qui nous sont le plus fréquemment posées, c'est la FMF existe-t-elle chez les hétérozygotes? Qu'en pense le docteur Engel? Alors aujourd'hui, toujours en 2022, je n'annonce plus un diagnostic de FMF à un patient hétérozygote. En revanche, je peux tout à fait annoncer un diagnostic de FMF-like et la prise en charge va être un tout petit peu différente parce que ce n'est pas sûr qu'un patient hétérozygote va avoir des signes cliniques toute sa vie. Donc en fait, on va un tout petit peu moduler tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Donc en fait, pour moi, la FMF chez l'hétérozygote est une FMF-like. Ça peut pas mal se comprendre puisque si vous avez un patient méditerranéen, suivant son origine, il peut avoir une chance sur 4, une chance sur 5, une chance sur 6 d'être porteur. Donc on ne sait pas si les symptômes sont liés avec la mutation qu'il présente. D'autre part, vu le nombre de nouvelles maladies auto-inflammatoires monogéniques qui sont décrites, il est vraiment intéressant de toujours se reposer la question. Et si ce n'était pas une FMF, enfin, un indice important est qu'il n'y a quasiment pas de FMF hétérozygote, donc de FMF-like, qui reçoivent une biothérapie. Ça veut dire que la maladie, elle est quand même moins sévère. Voilà. Une question que les pédiatres se posent beaucoup, c'est est-ce que mon patient a une SAA élevée, est-ce que je dois chercher une amylose AA? Donc en effet, c'est une question que nous posent très souvent les pédiatres. J'espère vous avoir convaincu tout à l'heure que la SA était une protéine totalement aspécifique de l'inflammation. Sa seule particularité, c'est qu'elle a la même cinétique que la CRP, mais qu'elle est amyloïdogène. Donc la SA n'est pas spécifique. Finalement, je proposerais de doser une seule fois la SA en même temps que la CRP élevée pour vérifier qu'elles sont toutes les deux élevées en même temps. Mais ensuite, ce n'est absolument pas la peine. Par exemple, si votre patient a une SA élevée, ne faites pas de biopsie des glandes salivaires accessoires, ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'insuffisance rénale ni de protéinurie. Chez l'adulte, il faut le faire quand il y a une amylose A, au moins au début pour montrer que la SA est élevée et que la maladie est active. Ensuite, une fois que vous avez mis un traitement pour vérifier que la SA se normalise. Mais en pédiatrie, je dirais qu'il ne faut pas la faire à chaque bilan et que si la CRP varie dans le même sens, ça ne sert à rien, ce d'autant que ça a un coût élevé. Ça coûte environ 100 € de le doser, notamment en ville. Voilà ce que je propose. Et en pédiatrie, on est en train de tester effectivement si on a une corrélation entre SAA et CRP qui est bonne. En tous les cas, ça a été prouvé chez les adultes. On a un peu l'impression que c'est la même chose en pédiatrie, donc probablement la SAA n'est pas du tout utile au quotidien, même si c'est vrai qu'en pédiatrie, on la fait un peu plus souvent encore que chez les adultes. Et en tout cas, en crise, elle sera forcément élevée. Ah oui, c'est sûr. Quel est le bilan annuel minimal que nous préconisons pour un patient FMF? Nous, côté adulte, on dirait la CRP et la créatinémie 2 fois par an, un examen physique au moins 1 fois par an, et le reste du bilan biologique 1 fois par an, hémogramme, bilan hépatique et le rapport protéinurie sur créatinurie 1 seule fois par an. Alors moi, en tant que pédiatre et ayant des enfants qui n'ont pas du tout envie de se faire piquer, je me contente d'un bilan par an, même si les recommandations disent plutôt tous les 6 mois. Mais c'est vrai que souvent, je ne fais qu'un seul bilan par an et le rapport protéinurie sur créatinurie, je le fais après des patients qui ont plus de 10 ans parce que déjà, les enfants pas propres, alors là, c'est juste compliqué à faire. Hein, et puis même les amyloses secondaires, personnellement, j'en ai jamais vu. Hein. Donc, ce n'est pas une complication pédiatrique. Donc, je commence souvent vers 12 ans de faire ça.
Autre question, l'autorisation de mise sur le marché des biothérapies anti-interleukines 1 dans la FMF en France. Elle est là depuis maintenant quelques années. Donc il y a 2 molécules concernées. Il y a le anakinra ou Kineret et il y a le canakinumab Ilaris pour les résistances avérées à la colchicine. Et puis, pareil pour les enfants, c'est les mêmes indications donc, et les mêmes molécules. Alors, peut-on doser la colchicine chez les patients FMF? Actuellement, il y a 3 façons de doser la colchicine, 2 qui ne sont pas utiles dans la FMF. Donc le dosage dans le sang et dans les urines ne témoigne que de la prise des 48 dernières heures. Donc vous ne pourrez pas savoir avec cela si votre patient est observant. On va dire que ça va être utile chez les réanimateurs en réatoxicologie s'il y a une intox à la colchicine. Mais pour nos patients FMF, ce n'est pas utile ni recommandé. Le dosage, nous avons mis au point avec nos collègues pharmacologues de l'hôpital de Garches le dosage dans les cheveux. Donc si vous avez un doute réel sur l'observance, vous pouvez faire un dosage capillaire de la colchicine qui se fait à l'hôpital de Garches en toxicologie. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous explique comment faire. Il faut prendre une mèche de cheveux à peu près de l'épaisseur d'un crayon de papier. En général, on la prend derrière ici pour pas que ça se voit. Et ça se dose. En quelques semaines, on a le résultat du dosage. Alors ça, c'est vrai essentiellement pour les adultes et les adolescents. Pour l'enfant, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que la structure du cheveu est différente chez l'enfant. Donc nous sommes en train de valider la technique pour savoir jusqu'à quel âge on peut descendre pour faire un dosage dans les cheveux. À partir de quand est-ce que c'est faisable? Parce que le cheveu du bébé est vraiment très particulier et donc en fait ça ne permet pas de conclure. Donc on va voir à partir de quel âge on va pouvoir utiliser cette technique et c'est actuellement en cours, l'étude est actuellement en cours. Il faut savoir que 1 cm de cheveux, une pousse d'1 cm correspond à 1 mois. Donc si vous voulez voir sur les 6 derniers mois, il faut au moins 6 cm. Donc alors c'est plus facile chez les filles. Chez les garçons, on peut quand même le faire, même si on a 1 cm ou 0,5, on aura une réponse quantitative, colchicine oui, non. On n'aura pas forcément de suivi. Et on est en train de mettre au point le dosage des poils en cas de patients chauves, ce qui n'est quand même pas notamment la règle chez la plupart de nos patients. Enfin, qu'en est-il de la FMF à l'ère de la pandémie de Covid? Forcément, les patients et nous sommes posés beaucoup de questions au début de la pandémie. Donc, nous avons au sein du centre de référence et au niveau français beaucoup travaillé sur cette thématique. La première chose à dire, c'est que les patients FMF ne font pas des Covid particulièrement plus sévères que les autres. Tout est vraiment en fonction des comorbidités de Covid sévères qu'on connaît. Donc si on a un patient âgé qui a beaucoup de facteurs de risque vasculaire, qui a fumé, qui est en surpoids, qui est hypertendu, et voire en plus s'il a l'insuffisance rénale ou qu'il a l'amylosa, il peut faire une forme sévère, mais c'est vraiment très rare. Et nous avons très peu de décès à déplorer de patients FMF avec Covid adultes. En pédiatrie, aucun signal d'alerte sur l'infection Covid et FMF. C'est passé chez quasiment tous comme une lettre à la poste, parce qu'entre-temps, on en a plein qui l'ont fait. Jamais de complications. Donc, en fait, que le facteur âge est vraiment le facteur protecteur le plus important. Et on a même presque parfois l'impression que dans une famille où le Covid est passé, c'est le patient avec la FMF qui, lui, avait les signes les moins sévères. Ce qui me permet de rebondir sur le vaccin, en tous les cas qui est très bien toléré dans la population pédiatrique. Pas plus de manifestations inflammatoires que dans la population générale, en tous les cas chez les enfants, avec le vaccin contre le Covid. Donc nous avions travaillé avec le docteur Bourguiba sur vaccins anti-Covid et FMF, notamment chez nos adultes. Moins de 10% des patients ont vu une poussée de FMF après l'injection du vaccin. Sinon, dans la plupart des cas, ça s'est très bien passé. Et tous ceux qui ont été vaccinés n'ont pas fait ensuite de Covid particulièrement. En conclusion, personnellement, je pense qu'il faut y penser notamment dans les présentations atypiques. Les présentations les plus atypiques qui font retarder le diagnostic, c'est quand il n'y a que des douleurs thoraciques et pas de douleurs abdos, quand il n'y a pas de fièvre ressentie, donc en général pas de CRP faite. Et l'autre situation où le diagnostic peut être tardif, c'est les oligoarthrites, notamment les arthrites des genoux. On pourrait dire que c'est un diagnostic qui se fait en pédiatrie, bien nous avons des diagnostics de FMF
presque chaque mois en France, chez les adultes, plus ou moins amylosare. Donc il faut vraiment y penser. Et c'est une maladie qui est assez connue, mais qui est probablement sous-diagnostiquée. Pareil en pédiatrie, pensez lorsqu'on a des patients qui viennent du pourtour méditerranéen avec des manifestations un peu atypiques, très inflammatoires, notamment le purpura rhumatoïde. Ça peut être inaugural, hein, ça peut être l'occasion où on peut poser le diagnostic, donc le purpura rhumatoïde inflammatoire. Pour y penser, je vous invite à vraiment faire un arbre généalogique en remontant jusqu'aux 4 grands-parents, comme la maladie est récessive. S'il y a un grand-parent méditerranéen d'un côté et de l'autre, mais que le patient devant vous a un nom qui peut avoir une consonance totalement française, vous ne pouvez pas deviner qu'il a des ascendants méditerranéens. Donc il faut vraiment faire l'arbre généalogique pour demander l'origine géographique des 4 grands-parents. Deuxièmement, il faut pister la consanguinité des parents, qui est vraiment un élément qui va nous y faire penser. Donc ces 2 éléments, ça ne fait pas beaucoup de questions à poser, c'est pas très très long. Où sont nés vos 4 grands-parents? De quelle origine sont-ils? Et est-ce que vos parents ont un lien de parenté? Est-ce qu'ils sont des cousins éloignés? Ça, ce sont des éléments très importants. Autre chose, demandez s'il n'y a pas des dialysés ou des greffés rénaux dans la famille. Ça peut être vraiment un élément important chez un patient d'origine méditerranéenne. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont la maladie dans votre famille? Comme c'est un allèle qui est fréquent dans la population méditerranéenne, il peut y avoir sur l'arbre généalogique un aspect pseudo-dominant, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les générations qui sont atteintes puisque cet allèle est fréquent. La principale gravité reste l'amylose AA et notamment la dialyse qui va ensuite être pourvoyeur d'une surmortalité. Le traitement, c'est la colchicine, vraiment c'est ça qu'il faut retenir. S'il en faut retenir qu'un seul, c'est la colchicine. La colchicine au long cours, chez l'enfant prépubère, on l'a dit à plusieurs reprises, 2 mg par jour, chez l'adulte jusqu'à 2,5 mg par jour. Pensez absolument aux mesures associées pour que les patients supportent bien ce médicament. Et la majorité des cas, effectivement, ça suffit sous condition que les patients prennent bien le médicament. Ce qui va falloir dire qu'au cours des consultations de suivi, il va falloir vraiment évaluer l'observance thérapeutique chez tous vos patients. C'est vraiment le point principal en consultation quasiment avec un patient FMF. Les indications biothérapie sont finalement rares. Nous vous invitons à relire la checklist qui permet de vérifier si le patient doit avoir une biothérapie. Les contre-indications à la colchicine sont très rares et la colchinorésistance avérée est rare. Et nous sommes au sein du centre de référence à votre disposition pour en discuter. Voilà, c'est important de pouvoir poser le diagnostic parce que les patients sont souvent jeunes et si on part pour un traitement de très longue durée, ça a des implications. S'il faut mettre une biothérapie, de se piquer, mais également de coûts. Ce sont des traitements qui sont quand même coûteux. Donc on va vous donner une idée du prix. Un traitement quotidien par Kineret Anakinra, on est dans les 800 à 1000 € par mois. Et un traitement par Canakinumab Ilaris, si le patient est tous les mois, c'est entre 10 et 12 000 € l'injection par mois. Et si c'est tous les 2 mois, il faut diminuer de moitié. Alors que la colchicine coûte... Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais rajouter. Ça coûte moins de 2 € par mois. Voilà, la boîte coûte moins de 2 €. Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition au sein de ce centre de référence. Ici, vous avez nos emails et toutes les questions sont bienvenues. Merci Véronique. Merci Sophie.